bonjour à toutes et à tous. La communication qui va suivre s'inscrit dans la valorisation des résultats d'un contrat de recherche, un contrat mené collectivement, donc avec des collègues et équipes de recherche mobilisées au sein des universités de Toulouse, mais aussi de Lille, même si les résultats lillois ne seront pas exploités et valorisés dans cette communication. Et la thématique centrale de ce contrat de recherche portait sur l'analyse contemporaine, des modalités contemporaines de fabrication des politiques territoriales de santé. À la suite, alors très modestement, à la suite d'un premier ouvrage fondamental qui avait été écrit ou coordonné par Didier Fassin en 1998 sur les figures urbaines de la santé publique, l'enjeu était de re-questionner ces aspects-là, mais en intégrant également des territoires ruraux pour apprécier, pour aller plus loin dans l'analyse de ces modalités de fabrication des politiques territoriales de santé. Alors, le contexte dans lequel nous avons travaillé, c'est d'abord partir ou repartir du constat qu'en France, comme dans bien d'autres pays, la compétence santé est traditionnellement du ressort de l'État, mais que cette compétence santé n'a pas échappé à un fort référentiel de territorialisation, depuis notamment les différents actes de décentralisation, un référentiel de territorialisation qui a entraîné l'accroissement des niveaux infra-étatiques, du pouvoir des niveaux infra-étatiques de gouvernement, et le polycentrisme institutionnel qui a suivi, ou qui est le corollaire de cette dynamique de décentralisation, a entraîné des questions assez récurrentes depuis quelques années sur les modalités à partir desquelles réussir la régulation de ces politiques territoriales de santé, puisqu'elles sont régulièrement caractérisées par leur disparité, je cite, par leur discrétion, leur caractère très aléatoire, pour reprendre très rapidement des travaux plutôt connus de Patrick Assenteufel, de Carole Clavier également, de Lise Monroe plus localement, qui ont réalisé ces constats et largement souligné le besoin de régulation de l'action publique locale de santé. Cette opération de régulation de l'action publique locale de santé, depuis quelques années, elle relève de la responsabilité des agences régionales de santé, des nouvelles agences régionales de santé, qui ont été créées en 2009 par la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Ce sont des établissements publics qui résultent de la fusion des ex-directions régionales et départementales des affaires sociales et de l'assurance maladie. Et depuis 2010, ces ARS se voient confier le soin de procéder à cette régulation au moyen d'un instrument de type contractuel qu'est le contrat local de santé, créé lui aussi par cette loi en 2009, Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Ce contrat dans cette loi est conçu classiquement comme un instrument de civilisation des relations interinstitutionnelles, comme un instrument d'organisation des rapports sociaux entre institutions, et à ce titre, les agences régionales de santé sont chargées de valoriser, d'encourager les initiatives des collectivités territoriales et surtout de réussir l'articulation entre leur plan régional de santé, qui, je le précise, est un outil de déclinaison des politiques et des programmes nationaux de santé en région. Donc réussir l'articulation entre leur propre
programme régional de santé et les actions menées localement par les collectivités territoriales notamment et leurs groupements. Ce travail de régulation doit se faire sur l'ensemble des champs de compétences de l'Agence régionale de santé, sur les 3 volets des politiques de santé, l'offre de soins, l'accompagnement médico-social, donc on le sent d'emblée ou on le voit d'emblée, une compétence largement partagée avec les conseils départementaux, mais aussi dans le volet beaucoup plus large de la prévention et de la promotion de la santé, un volet qui est, là j'y reviendrai, largement partagé aussi avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Dans ce contexte-là, finalement, les agences régionales de santé sont invitées à fabriquer ce que ne fait pas la loi, c'est-à-dire à concevoir en région une distribution concertée des compétences dans le domaine de santé, plus particulièrement, et là est l'enjeu ou les finalités de cette contractualisation, pour lutter donc contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Ces agences régionales de santé, dans ce contexte, sont donc dépendantes de la mobilisation des acteurs des collectivités territoriales, de leurs groupements également, et tout l'enjeu consiste à enrôler ces acteurs locaux, à les faire participer à cette entreprise de mise en ordre de la santé locale, et par là même, cette entreprise de régulation ouvre très clairement le jeu de la négociation entre agences régionales de santé et collectivités. Un dernier point peut-être de détail, conformément donc, en tout cas le contrat local de santé fait très clairement écho aux politiques publiques de type constitutif et processuel, puisque tout ce qui a trait à la définition de ce qui fait problème en matière de santé sur les territoires et à la définition des axes stratégiques ou des décisions qui pourraient être prises pour traiter ces problèmes, tous ces processus-là doivent se faire en région, au plus près des populations, donc très clairement sur les territoires. Dans ce contexte, l'étude de la fabrication des contrats locaux de santé nous est apparue finalement comme une opportunité de participer au débat à la fois théorique et empirique sur la restructuration des modalités, des relations qui organisent les échanges en fait entre l'État et les territoires, en cherchant à caractériser les conséquences territoriales de l'actuel redéploiement étatique. À ce sujet, les analyses empiriques qui ont été menées en la matière n'apportent pas de réponse univoque, tant les situations et les dynamiques sont contrastées et différentes en fonction des secteurs de l'action publique, en fonction également des différents segments de l'administration, en fonction également, bien sûr, des territoires considérés. Dans ce cadre, l'étude du déploiement, de l'appropriation des contrats locaux de santé, telle qu'elle a été faite en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, constitue, je le crois, un analyseur plutôt pertinent de la façon avec laquelle l'État tente, par l'intermédiaire des agences régionales de santé aujourd'hui, de continuer à peser dans le jeu local, de réaffirmer sa position de centralité dans le jeu local en contrôlant la double fonction de territorialisation des politiques nationales, d'une part, en matière de santé, bien évidemment ici, mais également l'autre fonction d'institutionnalisation de l'action collective via cet instrument contractuel. Cette analyse, nous l'avons faite en essayant de tenir parler debout deux mouvements finalement qui ont été longtemps tenus pour contradictoires, d'autonomisation des acteurs infranationaux à l'égard de l'État d'une part,
et de recomposition de l'action étatique de l'autre qui lui permet désormais de se réaffirmer ou de retrouver des capacités de mobilisation et d'orientation des politiques menées localement ensuite. Pour réaliser ce travail, nous avons effectivement adopté d'abord une approche comparative, la comparaison opérant ici comme méthode en priorité. Et l'analyse qui a été faite porte sur la fabrication de 11 contrats locaux de santé en globalité dans ces deux régions. 11 contrats locaux de santé de première génération, les premiers à avoir été engagés sur ces territoires. Et sur le plan, là aussi, méthodologique, l'étape que nous avons étudiée, la seule étape que nous avons étudiée, c'est celle qui précède la signature de ces contrats, c'est-à-dire celle du diagnostic territorial nécessaire à l'établissement d'indicateurs de cadrage, de définition de ce qui fait problème en matière de santé et à partir de ces éléments de cadrage, de définition des axes stratégiques du contrat local de santé. Donc toute l'étape avant leur signature officielle. Ce que nous avons regardé ici, c'est plutôt comment des acteurs qui sont placés en situation d'interdépendance ont investi ou investissent les espaces de concertation ou prévus à cet effet, les comités de pilotage, les séminaires de travail ou les groupes de travail en la matière, quels sont également les arguments qu'ils convoquent dans ces espaces-là, quels sont les savoirs également qu'ils mobilisent, tout ceci afin de définir les problèmes publics en matière de santé, les axes stratégiques et au bout du compte, produire bien évidemment du sens pour l'action collective dans ce domaine. La présentation des résultats qui va suivre est structurée autour de deux principaux points. J'essaierai de montrer d'abord que cette entreprise de mise en ordre de la santé, de régulation territoriale de la santé, que doivent assumer les ARS, est exposée à de très très nombreuses résistances de la part des élus locaux, des agents administratifs des collectivités territoriales et de leurs groupements également, et les compromis qui ont été adoptés localement finalement montrent que les agences régionales de santé peinent à s'extraire des jeux locaux dans lesquels elles sont totalement prises, et également à imposer leurs priorités et finalement à réguler ce secteur en région. Je montrerai également que les dynamiques à l'œuvre traduisent aussi et inlassablement des luttes autour de la définition et de la légitimation des frontières territoriales de la santé et des frontières sectorielles de l'action publique de santé. Pour commencer, et pour développer le premier point, les négociations que les agences régionales de santé ont initiées, plus ou moins vite après leur création, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, pour cette fameuse signature des contrats locaux de santé, autorise, je crois, l'emprunt au modèle explicatif du gouvernement à crédit. Gouvernement à crédit, enfin modèle explicatif qui est proposé récemment par Cécile Crespi et Vincent Simoulin. Gouvernement à crédit pour deux points. Le premier point, d'abord, du fait de la situation désargentée de l'État français qui recourt de manière de plus en plus récurrente à ces politiques constitutives qu'il est en pratique désormais incapable de financer tout seul de très nombreux secteurs de l'action publique et parmi ces secteurs de l'action publique, notamment ceux pour lesquels il a gardé par ailleurs, il a conservé la compétence. La démarche de contractualisation qu'incarne le contrat local de santé n'a effectivement de sens que parce que les collectivités territoriales et leurs groupements ont saisi
le desserrement du verrou de l'État, pour reprendre une formule assez connue de Le Gallès ici. Elles ont saisi les différents actes de décentralisation pour se mobiliser plus ou moins fortement dans ce domaine d'action publique, alors qu'elles n'ont pas de compétences en la matière. C'est ainsi qu'ont débuté les négociations. Autrement dit, les deux agences régionales de santé se sont d'abord tournées vers les collectivités territoriales qui affichaient un volontarisme en matière de santé pour entamer les négociations et signer les premiers contrats locaux de santé, mais en avançant d'emblée, en tout cas ces agences régionales de santé, en annonçant d'emblée une certaine forme de particularité, finalement, s'agissant de ces politiques contractuelles ou de ces contrats, en annonçant d'emblée donc aux élus locaux que cette démarche de contractualisation ne serait pas mécaniquement suivie d'attribution de financement aux collectivités territoriales. Une annonce plutôt surprenante pour les élus locaux. Et à ce compte-là, ces négociations en mode d'incertitude financière a largement pesé et constitué un frein plutôt substantiel parfois pour les agences régionales de santé face à des élus qui, parce qu'ils étaient chargés soit des questions de santé, soit des questions liées aux affaires sociales, s'il n'y avait pas de services affectés plus particulièrement à la santé dans la collectivité ou médico-social, l'agence régionale de santé s'est très vite trouvée confrontée à des élus qui parfois avaient une connaissance très très fine des politiques contractuelles ou d'autres types de contrats, plus particulièrement en matière d'action sociale, des contrats qui se déploient au titre de la politique de la ville, des contrats urbains de cohésion sociale, les contrats de ville nouvelle génération, qui, eux, sont systématiquement accompagnés de soutien financier pour les collectivités territoriales. Et ces élus locaux qui ont été mobilisés très tôt dans les négociations ont également été informés, et assez rapidement informés, par les agents administratifs de leur propre collectivité territoriale, qui, eux, ces agents administratifs, ont pu participer très tôt à des séminaires nationaux organisés par des fédérations, notamment, ou des plateformes de ressources nationales. Alors, la Fédération nationale d'éducation à la santé, la plateforme nationale des ateliers santé-ville, qui ont organisé, dès la création des contrats locaux de santé, des séminaires de travail pour accompagner ces agents administratifs dans la fabrication ou dans la construction des projets territoriaux de santé, de façon à voir comment ce nouvel instrument pouvait s'intégrer localement dans les politiques locales déjà mises en place. Ces séminaires-là, de travail nationaux, ont permis à ces agents administratifs de voir, d'apprendre que les choix financiers en matière, que les choix financiers faits par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et Occitanie étaient des choix financiers qui pouvaient ne pas exister ailleurs, d'autres agences régionales de santé ayant effectivement décidé d'accompagner les collectivités territoriales, soit pour la réalisation des diagnostics territoriaux, mais soit, et c'est là que les élus avaient des attentes plutôt fortes, soit pour que les collectivités territoriales puissent recruter des coordonnateurs, des contrats locaux de santé, comme cela peut se faire dans bien d'autres contrats d'action publique. Ces élus locaux ont amené les deux agences régionales de santé, dès le démarrage des négociations, à se justifier systématiquement sur ces choix financiers. Et au bout du compte, on saisit cette situation où on choisit d'exploiter cette situation pour essayer de peser dans les négociations, pour faire valoir leur vision du monde, et finalement pour essayer de confirmer, voire d'affirmer
une position de centralité dans cette procédure de signature des contrats locaux de santé. Là, les arguments qu'ils ont mobilisés, outre ce que je viens de rappeler, ont également consisté à dire et à redire à l'envi que finalement ils n'ont pas la compétence santé, un argument qu'ils ont systématiquement ici mobilisé telle une porte de sortie, et là je reprends à nouveau les travaux de Lise Monroe, voire une menace systématique de retrait des négociations si leur priorité en matière de santé n'était pas pris en compte. Autre catégorie d'arguments largement exprimés lors des les comités de pilotage, le fait que ces élus locaux refusent d'être, je cite, un terrain d'application ou un seul terrain d'application du plan stratégique régional de santé, le refus de se plier, je cite encore, au diktat de l'ARS, et sur de nombreux sites, effectivement, cet instrument a été vécu, perçu comme des velléités de recentralisation régionale, une forme nouvelle de domination étatique sur le local. À titre d'illustration, pour montrer finalement que les agences régionales de santé, face à ces revendications, face à ces arguments, face à ces menaces, ont dû céder. L'une d'entre elles, l'une de ces agences régionales de santé, qui avait pris du retard dans la signature des contrats locaux de santé par rapport aux autres agences régionales à l'échelle nationale, s'est engagée lors de son dialogue de gestion avec la Direction générale de la santé, s'est engagée à signer ses 2 premiers contrats locaux de santé pour la fin de la première année, en l'occurrence on était en 2013, et pour tenir ces objectifs affichés dans ce dialogue de gestion, cette agence régionale de santé a dû céder face aux pressions des élus locaux, face à un conflit qui l'opposait à des collectivités territoriales, et ce conflit, pour le dire rapidement, ou l'objet du litige en l'occurrence ici, consistait pour l'agence régionale de santé à vouloir fermer un plateau chirurgical de l'hôpital local, fermeture bien évidemment que refusaient les collectivités territoriales. L'agence régionale de santé, pour que les collectivités acceptent de reprendre les négociations sur la signature du contrat local de santé, a été obligée de revenir sur cette fermeture, en échange de quoi elle a demandé aux collectivités territoriales de retirer le volet santé d'un contrat de revitalisation rurale signé entre le conseil régional, le conseil départemental et les collectivités locales, de retirer ce volet santé de ce contrat de revitalisation rurale pour qu'il devienne partie intégrante du contrat local de santé. Encore aujourd'hui, lorsque cette agence régionale de santé relate ces marchandages et ces luttes institutionnelles, elle caractérise ce contrat local de santé comme un véritable cauchemar, mais surtout comme finalement une véritable défaite, dans la mesure où ses représentants le disent ainsi: nous nous sommes vus obligés, contraints d'adopter un autre mode de pilotage des CLS, plus participatif, plus respectueux des politiques locales de santé déjà là, un mode plus ascendant. Tout cela sonnant pour ces représentants de cette agence régionale de santé comme finalement un aveu d'impuissance et le sentiment, là aussi je cite, d'avoir perdu la main, et le fait que l'on a véritablement besoin des collectivités territoriales. Un gouvernement à crédit, je le disais qu'il y avait au moins 2 points qui permettaient de mobiliser ce modèle explicatif. Un gouvernement à crédit aussi parce que malgré ces marchandages, ces luttes d'institutions, sur certains sites, les collectivités, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent quand même d'accorder foi
confiance aux acteurs étatiques, quand bien même ils ont pu constater de manière parfois récurrente que les financements étatiques étaient garantis dans d'autres secteurs d'action publique, étaient retardés, réduits, voire annulés. Le CLS, pour le dire autrement, a donc, dans ce contexte-là où on peut faire encore confiance à l'État, a été aussi perçu par certains élus comme l'opportunité de construire une visibilité en matière de santé, comme l'opportunité de renforcer également leur visibilité dans ce domaine. Et ici, c'est plus particulièrement le cas des deux grandes villes de ces deux régions, Toulouse et Bordeaux, donc, qui émargent déjà à d'autres... au réseau Ville Santé de l'Organisation mondiale de la santé et qui ont vu dans cet instrument contractuel, si ce n'est l'occasion d'obtenir des ressources financières, au moins de capitaliser ici des ressources symboliques plutôt importantes. C'est également le cas de deux établissements publics de coopération intercommunale, une métropole, une communauté d'agglomération également, qui se sont saisis de ce domaine d'action publique pour travailler leur visibilité dans un contexte où tout ce qui est légitimité démocratique et politique des établissements publics de coopération intercommunale reste encore largement à construire. Pour terminer, et puis la discussion permettra peut-être d'en dire un petit peu plus, ce qui a fait également débat entre l'ARS et les collectivités territoriales, c'est véritablement des luttes assez importantes sur les échelles à partir desquelles signer ces contrats locaux de santé. Et là, chaque partie prenante a cherché à affirmer cette bonne échelle d'action publique, soit le quartier pour les villes qui ont été mobilisées depuis de très nombreuses années en matière de politique de la ville et qui avaient focalisé là, dans les quartiers prioritaires de la ville, leur action en matière de santé, avec le sentiment finalement que le contrat local de santé allait dénaturer cette action menée à cette échelle, à la bonne échelle, celle de la proximité, des conflits récurrents avec les conseils départementaux aussi, valorisant plutôt l'échelle du pays, dès lors que le pays est conçu et respecte les frontières cantonales pour la signature de ces contrats, alors qu'on était en présence d'agences régionales de santé dans les deux régions, et parce qu'elles doivent couvrir l'ensemble du territoire régional avec cet instrument contractuel, qui, elles, avaient plutôt tendance à valoriser d'autres territoires de signature, plutôt techniques et géographiques, leur bassin de santé, qui, sur le plan administratif et politique, ne parlait pas véritablement aux collectivités territoriales. Je vous remercie de votre attention.